Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e numéro du Mag Magique. Cette fois-ci, je vais commencer par vous présenter en détail mon point de vue concernant la divulgation des tours de magie. On parlera ensuite du fameux adage Pack Small, Play Big. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour transporter facilement les explications de vos tours du moment pour pouvoir vous entraîner où que vous soyez. J'espère que ce programme vous plaira. On commence tout de suite. Un magicien ne doit jamais révéler ses secrets. Vous connaissez tous ce principe, que vous soyez magicien ou pas. Il s'agit du premier commandement du prestidigitateur, mais comme je l'ai dit il y a plusieurs années dans la vidéo consacrée à ce commandement, il faut qu'il y ait des exceptions à ce principe, ne serait-ce que pour que la magie perdure. Donc on va voir en détail pourquoi c'est problématique de révéler les secrets, mais aussi en quoi ça peut être bénéfique. Alors ce que je vais dire là n'engage que moi, c'est mon point de vue, vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord et on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Je vous demanderai juste de rester courtois et respectueux les uns envers les autres pour que ce débat reste utile. Alors pourquoi il ne faut pas révéler les secrets? Eh bien tout d'abord évidemment parce que ça casse la magie. En expliquant un tour de magie à des non-magiciens, on lève le doute sur le fait que la magie aurait peut-être pu être possible. Comme on l'a déjà dit, le souvenir que les spectateurs gardent d'un tour de magie, il est souvent amplifié après coup. Par exemple, ils vont affirmer que les cartes avaient été mélangées alors qu'elles n'avaient été que coupées en réalité. Si on ne révèle pas le truc, ils vont garder des pistes de solutions possibles en tête, et parmi ces solutions possibles, ils garderont une petite place pour le fait que ce n'était peut-être pas truqué. Donc en expliquant le tour, eh bien on enlève cette réflexion, on casse la magie, il n'y a plus aucun doute ou espoir possible. D'ailleurs, en grandissant, les enfants sont souvent déçus d'apprendre que la magie est simulée, qu'elle n'existe pas en vrai dans les mains des illusionnistes. On peut faire le parallèle avec le cinéma, où certains réalisateurs comme Luc Besson refusent de tourner des making-of parce qu'ils trouvent que ça gâche la magie du film. Montrer l'envers du décor, c'est exposer clairement que le film il est faux, qu'il y a des effets spéciaux, que les acteurs jouent un rôle, qu'ils font plusieurs prises, etc. On le sait, mais certains préfèrent ne pas le montrer. C'est un peu aussi comme l'émission Faux Raccord d'Allociné. Après en avoir vu plusieurs, on ne regarde plus les films et les séries de la même manière. Est-ce que c'est mieux ou pas? Chacun se fait son propre avis, mais en tout cas notre vision est changée, ça c'est incontestable. Une autre raison, c'est que bien souvent l'explication d'un tour, elle est décevante. Et oui, parce qu'avant de connaître le trucage, on s'imagine toujours des trucs de fou, hautement technologiques ou hyper sophistiqués, alors qu'en réalité les magiciens ils se font pas chier. On va préférer mettre en place la solution la plus simple, la plus pratique, la plus sûre aussi, plutôt que quelque chose de très compliqué ou de coûteux. On vit d'ailleurs parfois nous-mêmes cette déception quand on découvre l'explication d'un tour qu'on vient d'acheter. Parfois on se dit mais c'est tout, c'était juste ça. Donc ça casse la magie, ça crée de la déception aussi. Mais il y a un troisième point important dont il faut avoir vraiment conscience, c'est qu'en divulguant publiquement un tour, par exemple sur YouTube ou TikTok, on peut causer du tort à certains magiciens professionnels, que ce soit les créateurs de ce tour ou ceux qui le présentent dans leur spectacle. En connaissant le truc, le public il pourrait réagir pendant la prestation en disant par exemple « Ah mais j'ai déjà vu ça, je connais comment tu fais comme ça, comme ça ». Donc ça c'est vraiment quelque chose à éviter, ne serait-ce que par respect pour ceux qui font de la magie leur métier. Mais il y a aussi des bienfaits à dévoiler des tours sur la place publique. Le premier, c'est que ça peut déjà lancer des vocations. En voyant des explications de tours de magie en ligne, par exemple, on peut avoir envie d'en faire soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les magiciens gardent les secrets entre eux, comment on fait pour devenir magicien? Il faut bien commencer par quelque chose, sinon il n'y aurait jamais de nouveaux magiciens, ou très très peu. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de personnes qui s'intéressent à la magie que depuis qu'il y a Internet, et c'est notamment grâce aux tours expliqués gratuitement. Donc il ne faut pas cracher dessus. Expliquer des tours aux profanes, ça permet aussi de forcer une sorte de renouvellement de la magie. Parce qu'une technique ou un accessoire qui devient trop connu du grand public, il va devoir être remplacé par quelque chose de nouveau, de différent. Donc ça peut booster la créativité des magiciens, pour toujours inventer des nouvelles manipulations, des nouveaux outils, pour varier quoi. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, idem, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine créativité, une ébullition depuis peut-être 4-5 ans, qu'il n'y avait pas avant, ou en tout cas beaucoup moins. On avait tendance un peu à s'engluer dans les connaissances historiques, c'est moins vrai aujourd'hui. Bon, malgré tout, il y a quand même une certaine tolérance, et là aussi c'est un peu flou, sur ce qu'on a le droit d'expliquer publiquement pour donner envie aux débutants de commencer, et ce qu'on n'a surtout pas le droit d'expliquer. Alors je mets des guillemets ici parce qu'il n'y a pas de loi réellement derrière tout ça, à part peut-être les brevets d'invention, et encore les brevets sont publics. Donc par exemple, expliquer le forçage en croix, ça va. Expliquer l'empalmage des doigts aussi pour les pièces, pas de souci. Le faux pouce, c'était un peu limite il y a 15-20 ans, maintenant il n'y a pas de souci, c'est même vendu dans les boîtes pour enfants.
Mais expliquer la levée double ou l'empalmage classique pour les pièces, déjà ça va grogner un petit peu plus. Moi, pour les cartes marquées, j'ai eu droit à quelques remarques. Et alors, si vous expliquez le saut de coupe ou la passe navette, alors là, vous risquez de vous faire incendier. Mais qui décide de ça? Comme je l'ai dit, divulguer une technique ou un accessoire utilisé par les magiciens pros, ça pose problème et ça, je suis complètement d'accord. Mais quel magicien pro n'utilise jamais la levée double ou l'empalmage des doigts? Alors que pourtant, ça pose pas trop de soucis de les expliquer. En tout cas, on ne nous dit rien. Alors, on pourrait peut-être se dire que les exemples que je vous ai cités sont des techniques classiques, un peu historiques. C'est un peu la base, elles sont simples à faire, elles sont accessibles pour commencer, donc elles sont intéressantes à exposer pour les débutants. Donc finalement, on le tolère, contrairement à des techniques plus avancées pour lesquelles il n'aurait de toute façon pas le niveau suffisant. Ok, mais qu'est-ce qui se passe quand on a atteint un certain niveau justement? Parce qu'un autre aspect important de la divulgation de tours sur des plateformes publiques et gratuites comme des vidéos YouTube ou des sites internet, c'est justement l'aspect gratuit. C'est l'accessibilité pour tous, même à ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et là, je voudrais m'attarder un instant là-dessus. Le culte du secret des tours de magie imposerait de faire partie d'un cercle de magiciens, d'une association ou d'une fédération pour avoir le droit d'accéder à l'information. Ouais, bon, à la limite, pourquoi pas? Mais dans la réalité, il existe plein de boutiques de magie ouvertes à tous dans le monde entier, que ce soit en ligne ou physiquement, dans lesquelles n'importe qui peut acheter n'importe quel tour, des vidéos explicatives, même des grandes illusions, simplement avec de l'argent, sans avoir à justifier d'un quelconque niveau de connaissance en magie. Normalement, une boutique physique sérieuse demanderait au client de montrer un peu son niveau pour mieux le conseiller, pour l'orienter vers des achats de niveau débutant pour commencer. Mais quand on achète en ligne, on peut commander ce qu'on veut, on ne nous demande rien du tout. Donc ça sous-entendrait que Monsieur Tout-le-Monde n'a surtout pas le droit de connaître les secrets des tours de magie, il ne faut surtout pas leur expliquer, sauf s'ils payent. Et moi ça, je trouve ça vraiment problématique. Alors, on peut se dire que c'est un peu vrai aussi dans les autres disciplines artistiques ou techniques. Par exemple, le dessin, pour savoir dessiner en perspective comme il faut, on peut payer pour prendre des cours ou acheter des livres. Mais on peut aussi trouver des trucs gratuits sur Internet. Et c'est vrai que pour la magie, ça pose plus de problèmes d'expliquer gratuitement des astuces, des techniques avancées que pour n'importe quelle autre discipline. Et tout ça, c'est justement à cause de la magie en elle-même. Parce que le fait de gâcher l'impact d'un tour de magie par son explication, ça a créé ce culte du secret. Mais de nos jours, ça devient plus un culte de l'argent en réalité. Tu peux y accéder à condition de payer. Et on ne retrouve pas cette problématique dans les autres disciplines artistiques et techniques. Partout ailleurs, c'est pas grave d'avoir accès à des astuces ou des techniques gratuitement. Mais pour la magie, si. Alors je ne parle pas de pirater une vidéo ou un livre qui serait normalement payant, attention, je parle bien ici de ressources disponibles gratuitement et légalement. Craig Petty, que vous connaissez sûrement parce qu'il a créé de nombreux tours de magie connus, en a parlé il y a quelques temps sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien de cette vidéo en anglais dans la description. Et pour lui, regarder une vidéo explicative gratuite sur YouTube, à condition qu'elle soit longue, et je reviendrai là-dessus, c'est un peu comme emprunter un livre de magie à la bibliothèque. Il y a des bouquins de magie dans les bibliothèques. Et c'est une bonne chose, il faut que n'importe qui, même celui qui n'a pas beaucoup d'argent, puisse accéder à la connaissance, à l'explication de tours ou de techniques de manipulation, et même gratuitement, pourquoi pas, tant que c'est légal. Par contre, il insiste sur l'implication de la part de celui qui va utiliser cette ressource gratuite. Donc pour lui, regarder une vidéo en ligne de 20-30 minutes pour apprendre un tour ou une technique de magie, c'est suffisant pour justifier de son implication et de son envie d'apprendre la magie. Donc il pense que divulguer une technique complexe de manipulation de pièces ou de cartes, par exemple, sur YouTube, c'est pas gênant, c'est pas un problème. À condition par contre que cette vidéo soit un peu longue, pour s'assurer que ceux qui vont la regarder, ils avaient envie de la voir, qu'ils ne tombent pas directement sur une explication sans l'avoir recherchée, ce qui pourrait être le cas avec une vidéo courte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Moi je trouve ça assez sain finalement comme manière de voir les choses, surtout de la part d'un créateur de tours. Partir du principe qu'on puisse avoir le droit d'accéder au secret, pas uniquement en dépensant de l'argent, mais en passant du temps pour apprendre, je trouve que c'est pas mal. Parce que finalement, quand on regarde en boutique, on peut acheter des tours, des vidéos ou des livres pour une poignée d'euros, qui expliquent même parfois des principes hyper utilisés par les magiciens encore actuellement, comme l'expert aux cartes ou toutes les vidéos de Billy's, de David Stone, même il y a eu les ressorties récentes des Michael Amar, et puis il y a aussi tous les ABC de la magie pour les pièces, les cartes, tous ceux qui sont sortis. Il en existe beaucoup qui sont dans les 20-30 euros et donc qui sont accessibles à Monsieur Tout-le-Monde finalement. Alors vous me direz, oui, mais justement, il faut faire la démarche d'aller se déplacer en boutique ou de parcourir le site internet, acheter ces articles-là. Et cette démarche, elle ne sera pas faite par quelqu'un qui ne veut pas faire de magie. Et c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui ne veut pas faire de magie va prendre le temps de regarder une vidéo YouTube pendant une demi-heure qui explique un tour? Je ne suis pas sûr non plus, et c'est ce que veut dire Craig Petty.
Ce culte du secret un peu trop à outrance, il va même parfois jusqu'à créer des situations un peu incohérentes. Par exemple, vous avez certaines boutiques de magie qui font régulièrement des lives publics sur YouTube, Facebook, pour présenter les nouveaux produits. Très bien, et ils donnent parfois des débuts d'explication. Ils peuvent parler de marquage de cartes, de fils invisibles, de pièces truquées, etc. Mais là, ça ne pose pas de problème étrangement. Pourtant, ces vidéos, elles sont elles aussi publiques et gratuites sur les plateformes. Alors pourquoi on leur dit rien? Parce que ce sont des professionnels? Ben non, justement, au contraire en fait. Parce qu'ils parlent de produits qui vont rapporter du fric? Peut-être. Et parfois d'ailleurs, on assiste un peu à des aberrations où ils vont parler ouvertement d'un trucage dans une vidéo et ils vont s'auto-censurer sur le même sujet dans une vidéo suivante. Probablement par peur justement qu'on leur reproche de débiner. Mais quand on y réfléchit, ces vidéos, elles durent en général une demi-heure, une heure. Qui va s'amuser à regarder ça s'il n'est pas magicien? Et puis même, s'il n'est pas magicien et qu'il passe justement ce temps à le regarder, ben c'est qu'il s'intéresse à l'envers du décor de la magie. Tant mieux! On ne peut pas l'obliger à regarder, on ne l'oblige pas, mais il s'informe. Bref, tout ça n'est pas très clair, c'est pas très logique, c'est un peu ridicule aussi parfois je trouve. Mais que les boutiques continuent à faire des lives. Franchement, c'est super bien, ça permet de s'informer et d'avoir des avis d'experts sur les produits qui sortent, sur les nouveautés, mais qu'elles n'hésitent pas à parler ouvertement des fonctions de base des produits. Tant que ce sont des choses générales qui ne permettent pas de copier ces produits-là, c'est pas si grave que ça, quoi. Surtout que de toute façon, on se rend compte que quand on explique un tour à quelqu'un qui n'est pas magicien, il aura bien du mal à reconnaître le même principe dans un autre tour de magie. Max de l'équipe de Magic Dream, il a évoqué ça dans un live il n'y a pas très longtemps. Il a expliqué qu'il y a quelques années, il faisait un tour de cartes dans lequel il expliquait l'empalmage au public, comme étant une fausse explication finalement de ce tour, parce que la suite du tour montrait que ce n'était pas ça qu'il utilisait. Et ensuite, il enchaînait avec un autre tour dans lequel il utilisait réellement l'empalmage, mais sans le dire bien sûr cette fois. Et bien, il n'y a jamais eu un seul spectateur qui a fait le rapprochement. Donc bien souvent, c'est pas très gênant que des non-magiciens découvrent l'explication d'un tour de magie, parce que finalement ils ne sauront pas forcément déceler quand ce trucage va être réellement utilisé. Et même souvent, ils l'auront rapidement oublié. C'est pas pareil pour quelqu'un qui va baigner dedans, comme la femme ou les enfants d'un magicien. Là, le regard sera forcément biaisé par l'habitude de voir des explications, des tours ratés, etc. Ce genre de public, il est un peu particulier parce qu'il est situé entre le public profane et le magicien débutant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas magiciens, mais ils connaissent pas mal de secrets et leur regard devient aiguisé, habitué, ce qui leur permet d'être plus difficilement bluffables. Alors comment je me place moi par rapport à tout ça? Eh bien, je pense effectivement qu'on peut divulguer des tours de magie, des techniques gratuitement. Je pense même qu'il le faut. Parce que c'est utile pour la magie en général, mais à condition de ne pas faire de tort aux magiciens professionnels. Donc ne pas dévoiler un tour en vente dans le commerce évidemment, ne pas dévoiler de nouvelles techniques ou accessoires qui viennent d'être inventés. Je pense que c'est important de donner accès gratuitement à un ensemble de techniques et de tours de magie, même de niveau avancé, pour qu'on soit en fait de plus en plus nombreux à pratiquer la magie, pour que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent puisse atteindre un bon niveau aussi, et aussi pour que la magie elle continue à se renouveler perpétuellement. J'essaye de doser ça sur ma chaîne entre des explications théoriques et des explications de tours ou de techniques, mais j'essaye d'expliquer des choses déjà qui sont facilement accessibles aujourd'hui sur internet et surtout qui soient le plus utiles possible. Je me dis que si j'explique quelque chose, il faut que ce soit largement réutilisable dans plein de contextes différents. Au-delà de ça, je pense aussi qu'on a un devoir d'informer la population, nous les magiciens, vis-à-vis des charlatans du paranormal. Expliquer des tours de magie sur la place publique, ça montre à la population qu'il faut se méfier des personnes qui prétendent avoir des pouvoirs. Beaucoup de gens mentent sciemment pour gagner de l'argent, clairement, sur la crédulité des personnes fragilisées. Et ça, je pense que nous, les magiciens, on a ce devoir d'informer la population pour faire élever la connaissance et la méfiance générale. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui travaillent dans les sciences occultes sont des charlatans, loin de là. Mais il y en a beaucoup, malheureusement. Et en fait, elles sont facilement repérables quand on a un minimum de connaissances de tours d'illusionnisme. Donc je pense que tout le monde devrait avoir ce niveau de connaissance pour couper l'herbe sous le pied de ces personnes malhonnêtes et que du coup, la divulgation de secrets, elle participe à ça. Pack small, play big, vous avez certainement déjà entendu ou lu cette expression concernant un tour de magie et on va voir ce qu'elle veut dire concrètement et surtout en quoi elle peut vous être utile. Pack small en anglais, ça veut dire encombrement minimum, prendre le moins de place possible. Et play big, c'est pour dire un maximum de possibilités. Donc on dit d'un accessoire de magie qu'il est pack small, play big quand il ne prend pas beaucoup de place, mais qu'il permet de réaliser beaucoup d'effets et donc des tours de magie variés. En règle générale, on utilisera donc plutôt ce terme pour des accessoires que pour un tour unique en lui-même, forcément. Concernant l'encombrement, moi je rajouterais aussi le poids, parce qu'un petit objet très lourd dans la poche, c'est pas forcément hyper pratique.
À mon sens, et là ça ne regarde que moi, un paquet de 54 cartes, c'est à la limite du pack small, à cause du poids. Pour moi, je mettrais plutôt en pack small un petit paquet de cartes, un demi-paquet par exemple. Mais ça peut être aussi quelques pièces, bien sûr, un petit accessoire comme un faux pouce, un portefeuille truqué, bref, tout accessoire qui permet de réaliser plusieurs effets et qui pourtant tient dans la poche. Cette notion d'encombrement, elle est d'autant plus importante pour les magiciens professionnels qui font des prestations de table en table où on ne peut pas se permettre de trimballer une valise remplie d'accessoires. Tout doit tenir dans les poches de la veste ou du pantalon, et sans faire non plus des poches qui explosent. Donc c'est une vraie contrainte pour eux. Mais vous l'aurez compris, on utilisera par contre assez peu cette expression pour les tours de scène, qui forcément prennent un peu plus de place que pour le close-up. Même si on peut quand même l'utiliser par exemple pour désigner un tour qui se range à plat, comme des enveloppes par exemple. Alors on va faire un petit jeu. On va prendre quelques exemples et on va voir ensemble s'ils sont pack small, play big. Un paquet de cartes, à votre avis? Bon là c'est pack small quand même, et surtout play big, et on y reviendra d'ailleurs. Un set de pièces. Donc là j'ai une boîte Boston et un petit set de pièces. Là aussi c'est pack small, play big parce que même si c'est un petit peu lourd, on peut faire quand même énormément de choses avec. Le porte-clés Flight, ou Fleet, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors lui, il est pack small, clairement, mais il n'est pas play big, parce qu'on ne peut réaliser qu'un seul type d'effet avec, la bague au porte-clés. Les gobelets, bon alors là, c'est clairement pas pack small, play big, à cause de l'encombrement, même si on peut réaliser de nombreux passes et effets avec. Par contre, ça se discute pour les versions mini. En version close-up, il existe des petites versions qui, du coup, là, peuvent se ranger dans la poche. Et un Rubik's Cube, bon, à mon sens, ce n'est pas pack small, même s'il peut être play big. On voit qu'en réalité, derrière cette notion, ce qui est important, c'est finalement le ratio entre les deux. Un accessoire peut être pack pas très small, mais play très très big, et dans ce cas, on dira quand même qu'il est pack small, play big, parce que l'encombrement moyen sera compensé largement par ces possibilités. C'est un peu comme le rapport qualité-prix lors d'un achat. On peut accepter d'augmenter un peu le prix si on sait qu'on gagne beaucoup en qualité. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que c'est un critère important à prendre en compte au moment de l'achat d'un accessoire de magie. Il faut toujours estimer ce ratio possibilité sur encombrement, pour vous assurer que vous ne faites pas un achat pour rien. Ce serait dommage d'acheter un accessoire qui prend de la place, mais qui ne permet de réaliser qu'un seul effet. Surtout si vous êtes amateur. Après l'avoir présenté une fois à votre famille ou vos amis, il finira sûrement rangé dans votre placard. Alors que si vous pouvez réaliser de nombreux effets avec, vous aurez forcément d'autres occasions pour vous en servir. Et c'est assez marrant finalement de se dire que pour les magiciens professionnels qui vont refaire plusieurs dizaines, voire même centaines de fois les mêmes tours à des publics différents, mais dans des conditions souvent contraignantes, pour eux le plus important ça va être probablement le pack small. Alors que pour les amateurs qui ont plus besoin de varier les tours, à défaut de pouvoir varier le public, ça va être plutôt le play big qui sera important. Un petit mot maintenant concernant les paquets de cartes. On dit souvent que tout accessoire de magie a un effet qui lui est propre, pour lequel il est plus désigné. Par exemple, pour les pièces, les effets classiques, ça va être l'apparition, la disparition. Pour les élastiques ou les cordes, c'est plutôt la pénétration de la matière. Pour le journal, la restauration. Mais pour les cartes, il n'y en a pas vraiment. Que ce soit des changes, coïncidences, lecture de pensée, divination, pénétration, lévitation, télékinésie, tout ce qu'on veut, il n'y a pas un effet particulièrement adapté au tour de cartes, à part peut-être de retrouver la carte du spectateur, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un effet magique. Pour que ce soit magique, il faut l'enrober dans une présentation du style lecture de pensée, coïncidence, divination, etc. Le magicien Bébel l'a très bien dit dans son interview sur la chaîne de Quentin Métainier, les cartes permettent de réaliser tous les effets magiques. Et c'est certainement pour ça que c'est l'accessoire de prédilection des magiciens. Pour le coup, c'est vraiment pack à peu près small à mon sens, mais play très très big. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un peu trop encombrant, donc je préfère transporter l'équivalent d'un demi-paquet de cartes, enfin d'un petit paquet de cartes, avec notamment mes cartes dessinées dont je vous ai déjà parlé, je vous les ai déjà présentées, parce que ça permet d'améliorer énormément l'impact émotionnel de mes tours par l'utilisation d'images qui font écho à des émotions ou des souvenirs plutôt que des piqueurs trèfle carreau. Et surtout, je ne m'embarrasse plus d'un paquet de cartes entier, juste quelques cartes suffisent. Ici j'en ai 14 je crois, et je les range dans une pochette et c'est parfait. Donc pour moi, ça c'est le ratio idéal, pack très small et play très très big. Bon, tout ça évidemment c'est très subjectif, vous pourriez me dire que pour vous, un paquet de 54 cartes, c'est clairement pack small. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une question personnelle en fonction de nos propres besoins et contraintes. Pour
Pour finir ce mag magique, je voudrais vous parler d'un sujet qui peut être un peu problématique. Comment transporter facilement les explications des tours et techniques sur lesquels on travaille en ce moment sans que ce soit trop encombrant? Imaginons que vous soyez en train de travailler sur un nouveau tour que vous venez d'acheter et puis en même temps sur une technique de manipulation que vous avez lue dans un bouquin. Si vous partez quelque part pour le week-end par exemple, vous allez devoir prendre le tour de magie avec peut-être le code de la vidéo explicative, il va falloir noter ça en quelque part, et puis votre bouquin. Et c'est un peu dommage de prendre notamment tout le livre alors qu'on n'a besoin que de quelques pages. Alors voilà quelques conseils pour conserver au même endroit juste le nécessaire pour bosser vos tours de magie. Ça va sûrement vous sembler un peu simple et logique ce que je vais vous expliquer là, mais peut-être que certains d'entre vous n'y auraient pas forcément pensé et que ça va les aider, c'est le but. Moi pour ma part, j'ai pris l'habitude, depuis le début, de noter sur des petits cahiers comme celui-ci, toutes les techniques et les tours que j'apprécie, que j'ai vu, que j'ai compris, voilà, toutes les techniques, tout ce que j'aime bien faire et tout ce que j'ai envie d'apprendre, ou tous les tours sur lesquels j'ai envie de m'entraîner. Bon alors je fais parfois des petites illustrations, je ne vais pas vous montrer ça parce que sincèrement je ne suis pas un bon dessinateur, c'est pas la peine. C'est un peu pourri, mais disons que ça me permet de n'avoir plus que ça à transporter. Éventuellement j'en ai un deuxième, un troisième, mais ça reste petit, ça reste léger et pas encombrant. Depuis peu, en plus de la description et de l'explication du tour, je note aussi où est-ce que je l'ai vu. Par exemple, je vais noter le lien de la vidéo YouTube, ou alors que c'était dans tel livre à telle page. Ça va me permettre comme ça d'y retourner si besoin. Et je pense d'ailleurs qu'il serait plus pratique d'utiliser un petit classeur avec des feuilles A5 ou des fiches Bristol, même si ça coûte un peu cher, parce que parfois j'aimerais bien réorganiser l'ordre des feuilles, mais dans un cahier je ne peux pas. Donc il y en a sûrement plusieurs d'entre vous qui font déjà ça comme ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, cette méthode, elle nécessite de recopier à la main les descriptions et les explications. Si vous avez un peu la flemme, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Une autre manière de faire, ça pourrait être d'utiliser une tablette. Avec une tablette, là, je vais pouvoir prendre en photo les pages des livres qui m'intéressent. Regrouper ces photos dans des dossiers, les techniques, les tours, les cartes, les pièces, même les dupliquer, pourquoi pas. Et comme ça, je pourrais les retrouver plus facilement. On peut aussi créer des liens vers les vidéos explicatives en ligne, ou même un simple fichier texte qui va les regrouper avec les mots de passe, tout ce qu'il faut. L'avantage ici, c'est que vous avez tout à portée de main. Sur un accessoire qui est facile à transporter, qui n'est pas très cher, on trouve des tablettes Android dans 7 ou 8 pouces à moins de 100 €. Et surtout avec le cloud, vous pouvez synchroniser vos fichiers pour pouvoir les sauvegarder en ligne, les retrouver sur tous vos appareils, PC, téléphone, tablette, etc. Donc ça c'est vraiment forcément hyper pratique. En termes de taille, ici je vous montre deux tailles possibles, même si je ne sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais ici vous avez une tablette 7 pouces. Elle est à peu près adaptée pour la lecture de bouquins, donc une feuille prise en photo d'un livre par exemple, ça ira, il n'y aura pas de souci, mais ça reste un petit peu petit. La 8 pouces ici, donc je vous mets l'une à côté de l'autre, c'est forcément beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd aussi, beaucoup plus encombrant, mais par contre c'est plus lisible si vous voulez lire avec du confort. Pareil, si vous regardez une vidéo, vous aurez forcément une meilleure vision là-dessus que là-dessus. Après ça dépend de vos yeux, ça dépend de plein de choses. Je déconseille l'utilisation d'un téléphone pour le coup. Après c'est vous qui voyez, mais le téléphone quand même va avoir un écran beaucoup plus petit. Pour tout ce qui est vidéo, ça peut encore passer, c'est pas top. Mais par contre, tout ce qui est livre, lire l'équivalent, on va dire, d'un bouquin à 5 ou à 4 sur un écran de téléphone, franchement, ça va être très compliqué. L'idée, c'est quand même que ce soit pratique et que ce soit agréable. Que quand vous allez l'utiliser, vous ayez envie d'allumer et d'aller lire des descriptions. Alors, un petit point quand même sur le côté légal, vous n'avez pas le droit de prendre en photo la page d'un livre si vous ne l'avez pas acheté. Donc vous n'avez pas le droit de le faire sur un livre de bibliothèque par exemple. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent comme ça sur tablette pour avoir sous la main tout leurs connaissances magiques et pouvoir travailler une technique, pouvoir relire une page d'un livre qui leur avait plu. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font. Dites-le moi en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis si vous avez vous-même d'autres astuces, n'hésitez pas. En tout cas, je pense que ça c'est un très bon moyen pour avoir sur soi toutes les explications de ces tours de magie sans prendre non plus un gros encombrement. On peut l'emmener avec nous en vacances, en week-end. On peut presque l'avoir sur soi, vraiment une tablette 7 pouces, ça se met quasiment dans une poche, quoi. Pas tout à fait, mais presque. C'est la fin de ce mag magique. Pensez au pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. On se laisse comme d'habitude sur la traditionnelle petite citation magique. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.